Le premier profil qui est apparu, c'est des gens avec un savoir-faire technique, ingénieurs, techniciens, ouvriers professionnels. Mais très vite, on s'est rendu compte que cette approche-là n'était pas suffisante. D'abord, il fallait adapter les techniques qu'on connaissait et qu'on mettait en œuvre en France, par exemple, au terrain que l'on envisageait. Donc il fallait des gens ayant une capacité d'innovation dans ce domaine, d'adaptation. L'autre aspect, c'est que les besoins de formation sur place se sont révélés immédiatement très utiles. Parce que installés dans des endroits très décentralisés, dans des zones rurales où les gens n'ont aucune formation technique, des systèmes décentralisés, ça demande en fait des compétences pour les utilisateurs eux-mêmes. Donc, il fallait des formateurs. Bon. Et très vite, on a été sollicité dans le domaine, y compris de la santé. Donc, des médecins nous ont rejoints, des enseignants, y compris des artistes. Donc, il y a eu finalement des équipes pluridisciplinaires qui se sont formées autour des projets compte tenu des besoins. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut quand même des aspects presque de sociologie pour aborder certains sujets, d'économie, de technique, et tout ça doit être à chaque fois adapté à chaque projet, en fonction de la taille et de la nature du projet. Donc voilà, des gens plutôt souples et adaptables. Là, quand on est sur le terrain à 1000 milles de tout lieu habité, il faut à la fois savoir se déplacer dans des conditions difficiles, réparer un système avec des bouts de ficelle quand c'est nécessaire, ou s'adapter aux contraintes, y compris politiques locales. Hein. Souvent, la demande initiale, c'est apportez-nous l'électricité dans le village, parce qu'on voilà, ne voit pas clair. Et donc, c'est souvent de l'électrification de type éclairage public, entre guillemets, c'est-à-dire quelques lampes à l'extérieur pour sécuriser les lieux. Mais c'est aussi l'éclairage qui permet aux enfants de travailler le soir et à la famille d'avoir des échanges en soirée. Il y a des aspects de santé qui sont évidents. Très vite, on s'est aperçu que des éclairages adaptés dans les salles d'accouchement, dans les pièces où les gens accouchent, c'était aussi une question de survie dans un certain nombre de cas. Et puis, sur le plan économique, il est certain que d'avoir quelques outillages qui fonctionnent à l'électricité peuvent aussi apporter du plus à l'environnement. C'est des moulins à 1000 ou c'est d'autres systèmes. Au début, donc, le fondement de ce qui est devenu Électriciens sans frontières, donc ça s'appelait CODEV, Coopération Développement, c'était l'aide au développement. Et les savoir-faire qui ont été acquis pendant ces années, pendant ces 15 ans, ont amené un certain nombre d'ONG à nous solliciter, y compris dans le domaine de l'urgence. Et en particulier, il y a eu donc cet événement dramatique du tsunami. Des personnes bénévoles sont allées sur place pour apporter une aide alors dans le domaine de l'alimentation en eau pour les ONG qui étaient sur place, mais aussi d'éclairage qui était quelque chose d'indispensable, y compris pour la recherche des survivants la nuit. Il y a eu un deuxième drame qui a suivi peu de temps après, c'est donc Haïti. Et là, c'est vraiment là où ESF est devenu un partenaire recherché, à la fois par les institutions, y compris par les pouvoirs publics français, pour accompagner des aides sur place, et pour les ONG comme la Croix-Rouge ou d'autres, qui, intervenant dans le domaine de la santé, avaient impérativement besoin d'infrastructures qui accompagnent ces interventions locales. Un exemple assez volontariste à partir d'éleveurs qui avaient quelques ébus à Madagascar et qui n'utilisaient pas leur lait autrement que pour l'usage familial, l'idée a été de leur proposer, après une étude du CRDP, du Centre de documentation pédagogique de Nice, qui travaillait d'ailleurs de façon professionnelle avec des formateurs malgaches, de leur proposer la transformation du lait en fromage. Des partenaires français qui avaient conservé les vieilles techniques ont été d'accord pour accompagner ce projet. Donc là, il a fallu organiser les éleveurs en coopérative pour leur montrer comment s'y prendre et adapter aux conditions locales, à la fois la collecte du lait et son transfert dans une usine qui n'existait pas. Donc il a fallu construire une usine. Et on assiste aujourd'hui à, dans un endroit reculé,
une activité qui est devenue pérenne. Un autre exemple, et là on est sur des échelles qui ne sont plus le petit village. Au Cambodge, la zone de Siem Reap, c'est-à-dire la ville qui est la plus proche des temples d'Angkor, avait un potentiel colossal sur le plan culturel et du tourisme. C'était juste après la guerre, les Khmers rouges avaient quitté le terrain, mais les populations étaient décimées, et là il a fallu mettre en place à la fois une formation forte avec des chantiers-écoles qui avaient été mis en place par la Ligue française de l'enseignement, refaire des infrastructures et eau, électricité, et former des techniciens. Ça a permis de gagner les 5 à 10 ans avant que le système redevienne porteur naturellement et que le tourisme aujourd'hui, Siem Reap est devenu une ville très active et qui vit du tourisme sans problème et de la culture qui est la sienne. Donc on voit bien les 3 niveaux, hein. L'urgence, sauver les vies. Deuxième étape, consolider tout ça et permettre aux gens de remettre le pied à l'étrier dans une vie normale. Puis troisième niveau, ben voilà, repartir sur, pour ces jeunes, reconstruire un espoir et un développement local.